d'être là. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Guellerin. Je dirige cette école depuis maintenant 25 ans. En fait, j'y étais pour un an. Et puis ça fait 25 ans. Donc voilà. En fait, je ne suis pas designer. Moi, je viens plutôt des écoles de commerce. J'ai une formation financière. Et en fait, j'étais là il y a 25 ans quand on m'a demandé de faire une mission, un audit dans cet établissement pour dire si le projet il était viable. À l'époque, il y avait 60 étudiants. C'est une école d'art appliqué. Il y avait une soixantaine d'étudiants. Et puis c'est devenu ce que c'est devenu. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 1750, 1800 étudiants ici. Donc ça s'est beaucoup développé. En fait, pourquoi j'y suis resté? Pour deux raisons. Un, parce que j'y ai trouvé exactement l'école de management dont je rêvais pour moi. Alors j'ai trouvé ça sur le tard, puisque voilà. L'école de management au sens où on fait ici à la fois des arts appliqués, à la fois de la technologie, à la fois du marketing, parce qu'il faut que les produits se vendent, c'est-à-dire on ne fait pas des choses belles par hasard, on fait des choses belles parce qu'elles vont se vendre. C'est cette phrase de Raymond Lévy, designer français qui a vécu aux États-Unis, qui avait une agence aux États-Unis, qui dit la plus belle courbe d'un produit, c'est la courbe des ventes. Donc ne nous trompons pas sur l'objectif de ce que l'on fait. On y fait de la philo, on y fait de la socio, on y fait toutes les disciplines et tout ça ordonné autour du projet. Donc c'est ce dont je vais au fond parler pendant 3/4 d'heure là, ce matin sur ce que l'on fait dans une école de design. Donc école de management, c'est-à-dire que effectivement tout ça réunit et on met tous ces gens autour de la table et on les fait travailler sur une représentation de la façon dont on va vivre demain. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Et au fond, c'est exactement ce que j'aurais voulu suivre comme cursus et que je n'avais pas fait, puisque moi j'ai fait école de commerce. Et puis la deuxième chose, et ce qui est passionnant, et ce qui fait que je suis resté, c'est que tous les matins, je croise des étudiants qui font des choses que je ne sais pas faire, qui ont des idées que je n'ai pas, et que je trouve ça absolument passionnant. Tous les matins, je croise des étudiants qui sont plus intelligents que moi et je m'enrichis au contact de tous ces étudiants. Et au fond, il n'y a pas plus de plus beau métier que tous les matins d'être enthousiaste, émerveillé par les gens avec qui on travaille. Et quand vous allez visiter les locaux et visiter les projets, vous verrez, il y a des choses qui sont absolument remarquables, d'étudiants passionnés, enthousiastes, et qui ont le sens des responsabilités, mais je vais témoigner de cela. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière design? On a toujours la même difficulté en France quand on parle de design, parce que en France, la culture, c'est le design des arts appliqués. C'est-à-dire le design vient en France des arts appliqués, ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est-à-dire en Allemagne, ça vient plutôt des écoles d'ingénieurs, en Scandinavie, ça vient plutôt des écoles d'architecture. Ici, on vient des arts appliqués, c'est-à-dire l'étamerie, la verrerie, la joaillerie, etc. C'est-à-dire des métiers et de l'artisanat. Ce qui fait que pour 80% des gens, et 80% des gens qui sont dans la salle, eh bien, le design, c'est des belles tables, des belles chaises et des belles lampes. Et puis, pas grand-chose d'autre, quoi. Bon. Et donc, il faut sans cesse dire qu'effectivement, ce sont des belles tables, des belles chaises et des belles lampes, mais c'est bien autre chose. Et c'est encore une fois ce dont je vais témoigner. Au fond, la définition du design tel que nous l'appliquons, nous, c'est cette discipline qui consiste à représenter, à dessiner la façon dont on va vivre demain. C'est ça le design. Un designer, il dessine, il représente la façon dont on va vivre demain, les usages de demain.
Et donc, il interprète toutes les modifications de contexte économique, technologique, sociologique, et il les projette sur les produits, sur les aménagements d'espace, sur les graphismes, sur les applications, sur les jeux vidéo, sur, au fond, tous les secteurs d'activité. C'est ça, le métier de design. Alors, je vais vous donner quelques exemples très frappants. Je me suis dit, s'il y a des gens qui m'ont déjà entendu en conférence, je vais peut-être rappeler les mêmes exemples, mais des exemples que je tiens bien et que je raconte bien, donc j'en change pas. Voilà, il y a quelques années, on avait été sollicité par Orange, qui nous témoignait et on travaille régulièrement avec Orange sur les usages de la technologie. Et on va de plus en plus travailler avec Orange, puisque les usages de la technologie, c'est, mais j'en parlerai tout à l'heure, les usages de l'intelligence artificielle qui nous posent énormément de questions, évidemment. Orange nous contacte et nous dit, voilà, on a de la vidéo et du son sur nos portables, et on en aura de plus en plus. Et aujourd'hui, effectivement, n'importe quel enfant de 20 ans, je parle d'enfant de 20 ans parce que c'est l'âge de mes enfants, effectivement, sont capables de faire de la vidéo et du son, de faire des petits montages, et de très bonne qualité, de qualité même quasi professionnelle. Et si l'on mettait de la vidéo et du son sur les pierres tombales? Voilà. Au fond, voilà quelque chose qui n'existe pas. Voilà quelque chose qui est une spéculation à la faveur d'une rupture technologique qui est qu'on a de la vidéo et du son. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de cela? Eh bien, un designer, il va non pas se poser la question de savoir si c'est utile ou pas, non pas se poser la question de savoir s'il y a un besoin. Parce qu'au fond, en termes marketing, il n'y a pas de besoin. C'est-à-dire que personne n'a jamais demandé de la vidéo et du son sur une pierre tombale. Quand vous allez dans un cimetière, vous demandez aux gens qui sont là, est-ce que vous voulez de la vidéo et du son sur une pierre tombale? Personne ne va vous dire, bah oui, c'est un truc qui me manque, etc., etc. Donc il n'y a pas de besoin. Le travail du designer, ça va être de dessiner ce que serait de la vidéo et du son sur une pierre tombale, si d'aventure il y avait de la vidéo et du son sur la pierre tombale. Alors, on commence à pérorer, on commence à réfléchir, à se poser la question de comment on va pouvoir finalement interpréter ce que serait de la vidéo et du son. Alors, qu'est-ce que les gens y pourraient raconter? Et moi, je me souviens très bien avoir travaillé avec les étudiants à l'époque, et mon père est décédé depuis très longtemps. Est-ce que je voudrais de la vidéo du son sur la tombe de mon père? À vrai dire, je n'en sais rien. Je ne m'étais jamais posé la question, et puis je ne suis pas sûr que ça m'intéresse d'ailleurs, sauf pour une chose, c'est que peut-être qu'il m'intéresse de pouvoir réécouter dans un lieu sacré la voix de mon père. Parce qu'au fond, la tête de mon père, j'arrive à la reconstruire intellectuellement. C'est-à-dire, je vois mon père. Voilà. Il me manque, je vois mon père. En revanche, je suis dans l'incapacité intellectuelle, comme vous, de recréer la voix de mon père. Par contre, si je réentends la voix de mon père, je vais dire, tiens, oui, voilà. Alors, j'ai des enregistrements, je ne vais pas les passer tous les matins parce que mon père me manque, mais pas à ce point-là. Par contre, un lieu sacré où on pourrait avoir effectivement réécouté la voix, et puis la voix qui nous dit une histoire, c'est-à-dire je t'aime mon fils, enfin bon, je sais rien, etc., etc. Tout ça est très narcissique, hein, j'en suis désolé, mais voyez le chemin pris par les designers pour effectivement interpréter ce que pourrait être un nouvel usage à la faveur d'une rupture technologique qu'on a liée au fait qu'on a de la vidéo et du son aujourd'hui. Quelques années plus tard, et on a fait ça récemment, eh bien, des villages français totalement désertés, hein, puisque vous savez, la désertification des campagnes, c'est un vrai sujet, parce que non seulement il n'y a plus de commerce, mais la poste n'est plus là, donc il n'y a même plus l'État, hein, donc dans un certain nombre de villages, eh bien, se pose la question de savoir est-ce qu'on pourrait scénariser un certain nombre de cimetières pour en faire des lieux touristiques, c'est-à-dire je quitte l'autoroute parce qu'il y a là effectivement de la vidéo et du son sur telle pierre tombale d'un certain nombre de gens qui ont fait vivre le village, qui ont une importance particulière et qui sont totalement oubliés. C'est par ailleurs, il y a une entreprise en Italie qui commence effectivement à commercialiser ce genre de choses et commence à faire vivre les cimetières
avec un modèle économique d'ailleurs qui est extrêmement intéressant parce que ça fait partie du contrat obsèque, c'est-à-dire en même temps que vous achetez le contrat obsèque, vous achetez effectivement toute la mise en scène de la communication laissée par les défunts, nos parents, nos ancêtres, etc. et qui sera projetée sur les pierres tombales, c'est-à-dire ça fera peut-être l'objet d'un statuaire. Bon, eh bien le design c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de besoin, il y a une rupture technologique et on se pose la question de si d'aventure il y avait de la vidéo et du son, eh bien voilà à quoi cela pourrait-il servir. Donc on fait ça dans tous les domaines. Quand Eram vient nous voir, Eram fait des chaussures, comme vous le savez, et Eram est passé à côté de la rupture technologique du digital, pour une raison très simple, parce qu'il y a 20 ans, personne ne spéculait chez Eram, mais aucun d'entre nous n'aurait eu la présence d'esprit de penser que les chaussures, on allait les vendre sur des plateformes digitales internationales. Zalando, Amazon, etc. Pour une raison très très simple, c'est que les chaussures, il faut les essayer. Et donc, autrement dit, la chaussure, c'est le magasin, sinon rien. Force est de constater qu'ils se sont trompés. Force est de constater qu'ils se sont trompés. Mes deux filles, je vais les citer beaucoup, effectivement, achètent leurs chaussures sur des plateformes Amazon. Elles achètent deux paires, 37-38, et elles renvoient le 38. Entre nous soit dit, l'empreinte carbone, c'est absolument épouvantable, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça qu'elles font pour le moment. En même temps qu'elle nous donne des leçons sur effectivement l'empreinte carbone, sur le fait qu'il ne faut pas manger de viande, etc., etc. Mais enfin, elle ne se gêne pas sur les chaussures. Vous avez les mêmes à la maison. Et bon, eh bien, Eram est passé à côté de ça. Et Eram vient nous voir en nous disant, bah, écoutez, la question qui nous est posée, c'est comment, compte tenu des modifications d'environnement, on va pouvoir muter, faire autre chose. Alors, la tendance, c'est effectivement comment on va pouvoir faire des plus belles chaussures, puisque c'est leur métier de faire des chaussures, c'est-à-dire de concevoir, de produire et de vendre des chaussures. Faites-moi des plus belles chaussures. Faites-moi des plus belles chaussures. Bon. On leur dit, ça ne sert à rien de faire des plus belles chaussures, parce que de toute façon, d'abord, vous avez vos propres designers, vous avez vos propres agences de design. Il n'y a pas de raison que des mômes de 20 ans, puisque Eram vient nous voir, on travaille avec les entreprises et on met les étudiants en face des problématiques d'entreprise. Il n'y a pas de raison que des mômes de 20 ans fassent des choses que vos designers professionnels n'ont pas imaginées. Donc, on va faire autre chose. On emmène l'entreprise sur les chemins de traverse. Et on dit, voilà, on va faire des chaussures connectées. Là encore, il n'y a pas de besoin de la chaussure connectée. C'est-à-dire, jamais personne n'a demandé une chaussure connectée. C'est-à-dire, bref. Le travail du designer, c'est de représenter ce que serait la chaussure si d'aventure elle était connectée. Et donc va représenter, c'est là la puissance du design, c'est-à-dire dans cette représentation, au fond dans cette capacité à dessiner, rend objectif, acceptable, désirable, quelque chose qui n'existe pas et sur lequel il n'y a pas de définition de besoin. Et quelques mois plus tard, eh bien, Eram a créé une entreprise qui s'appelle Yvonne et qui fait des chaussures connectées qui détectent les pertes d'équilibre des personnes qui les portent. Et donc là, on voit très bien effectivement, les marchés qui vont derrière, c'est le marché des personnes âgées, le marché des sportifs, où on peut détecter les micro-pertes d'équilibre préalablement à des ruptures ligamentaires, etc. Comme il n'y a pas de souffrance, ben effectivement, il n'y a pas de fragilisation évidente des ligaments. Voilà le type d'application qu'on peut avoir sur ces chaussures connectées. Ce qui est intéressant dans l'exemple, et c'est là où le design est devenu définitivement stratégique à la faveur de cet exemple, c'est qu'au fond, Eram se dit, mais attendez, mon métier, si ça se trouve, ce n'est pas de concevoir, produire et vendre des chaussures, c'est de concevoir, de produire, de donner les chaussures et de vendre le service médicalisé qui va avec la chaussure. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que Eram va jusqu'à envisager, par cette capacité à représenter quelque chose qui, un an avant, dans leur périmètre stratégique, n'existait pas pour eux, envisager de changer de modèle, de changer de
métier. Eh bien, c'est ça le design, c'est cette capacité à représenter, à rendre objectif, désirable, acceptable, quelque chose qui, d'emblée, venait de nulle part, puisque ne répondait pas à la définition d'un quelconque besoin. Donc ici, vous avez des centaines d'entreprises par an qui viennent nous voir pour travailler avec les étudiants autour de brush-up d'idées, autour des enjeux stratégiques. Donc on travaille, vous allez le voir quand vous allez visiter, on travaille avec Airbus, on travaille avec Carrefour, Decathlon, je crois que le premier employeur c'est L'Oréal, ici, enfin j'en suis même sûr, et puis tout un tas de PMI, PME qui se posent les questions des nouveaux produits, évidemment, quels produits demain, quelles nouvelles aménagement d'espace demain, quel nouveau graphisme, quelle nouvelle application digitale, etc. etc. Bon. Avec des grands enjeux sociétaux, alors on est servi par les grands enjeux sociétaux et vous verrez les labos qui sont là, des enjeux sociétaux qui sont autour évidemment du digital, de la 2D, de la 3D, des hologrammes, demain l'intelligence artificielle, mais j'y reviendrai, autour du food design, beaucoup de projets autour de food, c'est-à-dire comment on va nourrir 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards d'habitants sur la Terre demain, avec des enjeux aussi d'empreinte carbone, ça ne vous a pas échappé. Est-ce qu'il faut manger, alors moi je ne rentre pas dans les débats de est-ce qu'il faut manger plus de viande, moins de viande, etc. etc. Je ne rentre pas dans ces débats-là, mais il y a des enjeux importants, hein, c'est-à-dire on travaille beaucoup sur la transformation des insectes en particulier, hein, c'est-à-dire l'alimentation du futur, les insectes. Bon, c'est voilà, qui est typiquement un problème de design parce que c'est un problème de représentation. C'est-à-dire vous prenez une crevette, c'est très très vilain. Vous prenez un cafard, c'est très 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 vilain. La crevette, ça vous pose aucun problème pour en manger. Le cafard, c'est quand même encore un peu compliqué, hein. Donc voilà. Bon, eh bien peut-être que demain, je ne sais pas. Enfin, moi je suis pas. Je ne suis pas prosélyte de l'affaire, mais parce que les cafards, c'est compliqué pour moi aussi. Hein, donc voilà. Effectivement. Hein, bon, mais voilà le type de problématique que l'on a, sur lequel on travaille. Évidemment, un labo autour de la façon dont on va vivre demain dans les villes. Il y a de la place là, si vous voulez, dans les villes. Des projets avec des promoteurs en particulier sur l'aménagement d'un certain nombre d'espaces de travail dans les immeubles d'habitation. Parce que le télétravail, effectivement, coupe le lien professionnel et qu'il y a des risques psychosociaux relativement importants. Est-ce qu'on ne peut pas consacrer, par exemple, le 2e étage ou le 3e étage à des lieux professionnels multi-partagés, multi-entreprises, de manière à ce que les gens recréent du lien professionnel multi-entreprise, là où travailler tout seul dans son bureau peut générer des risques psychosociaux. Voilà le type de problématiques qu'on pourrait avoir. Mais les liens entre les métropoles et les villages. On a un gros projet avec la Poste sous comment restaurer les services publics dans les villages qui sont désertés, par exemple. Un laboratoire média, j'y reviendrai tout à l'heure, et un laboratoire autour du care, c'est-à-dire vieillissement de la population. On a notamment un très beau projet en ce moment qui tourne sur l'équipement de la chambre d'hôpital connectée pour les Alzheimer légers, pour effectivement leur permettre un peu plus d'autonomie. Donc vous voyez, c'est extrêmement varié, hein, et ça s'adresse à tous les secteurs d'activité. Alors, on est servi par les évolutions de contexte. Alors, ces évolutions de contexte, évidemment, le digital a absolument tout bouleversé et nous a fait nous réinterroger sur ce que c'était qu'un produit, ce que c'était qu'un aménagement d'espace, puisqu'aujourd'hui, tout doit être effectivement connecté. Ça a été extrêmement important, une évolution extrêmement importante dans nos métiers. Mais plus fondamentalement, nous sommes challengés par trois grands
modifications de contexte, 3 grandes modifications de contexte. La première modification de contexte, c'est évidemment le rapport à la morale et au sens commun. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de la morale à l'éthique. Je vais vous donner un exemple très très simple sur la morale. Il y a 50 ans, quand j'étais à l'école, un peu plus, à la petite école, voilà, je rentre dans un restaurant, je tiens bien fort la main de ma maman, je glisse sur une frite. Qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? Elle me gifle, elle me donne une gifle et elle me dit: Christian, fais attention où tu mets les pieds. On est dans la morale. On est dans la morale. Il n'y a pas il n'y a pas de loi qui témoigne de ça, qui oblige ma mère à faire ça, mais c'est à peu près ce que j'ai vécu. Voilà. Et c'est un côté Thénardier, hein, mais bon, bref, mais c'était comme ça. Bon. Aujourd'hui, vous rentrez dans un restaurant, vous tenez la main de votre... Ou je rentre dans un restaurant, je tiens la main de ma fille, elle glisse sur une frite, je demande $1 million au propriétaire du restaurant. Hein? Bon, donc on est passé de la morale à l'éthique, à la loi. On est passé à la loi, c'est-à-dire que la loi prend le pas sur toute la morale, c'est-à-dire tout ce qui nous dépasserait. Voilà. Et ça ne va pas s'arranger parce que la diversité des cultures fait que ça ne va pas s'arranger. C'est-à-dire au regard de la morale, et là encore une fois, je ne fais pas de polémique oiseuse, mais au regard de la morale, par exemple, est-ce qu'il faut du jambon à la cantine? Voilà quelque chose qui, au regard de la morale, est insoluble. Parce que pour certains, oui, pour d'autres, non. Et après tout, voilà. Par contre, la loi va effectivement dire si on peut ou si on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a un défaut effectivement de la morale au profit de l'éthique, au profit de la loi et au profit de l'éthique. Alors ça, c'est un changement important parce que ça nous pose la question du sens, toujours. Or, quand un designer dessine la façon dont on va vivre demain, en fait, il dessine avec la furieuse envie de donner du sens, c'est-à-dire à faire en sorte que l'on soit plus heureux demain. Parce que si c'est pour dessiner des choses pour qu'on soit plus malheureux, ça ne vaut pas le coup. Donc, le travail du designer, c'est toujours de donner du sens, c'est-à-dire à quoi cela pourrait-il servir, si je reprends les exemples du départ. Comment je donne du sens? Bon. Et donc, eh bien, le sens, il n'est plus d'ordre moral, il est d'ordre éthique, c'est-à-dire comment on va vivre mieux demain. Grande modification de contexte qui nous interroge. Alors, ça nous interroge en particulier sur ce qu'est la science et ce qu'il convient d'en faire, mais ce sera ma dernière partie. Deuxième modification fondamentale des contextes qui nous interrogent, c'est évidemment le fait qu'on se pose la question de l'humain sur la planète. De l'humain sur la planète. C'est-à-dire que réchauffement climatique, alors là c'est extrêmement anxiogène, hein, réchauffement climatique, empreinte carbone, etc. Probablement, les entreprises vont devoir concevoir, produire et vendre différemment. Parce que nous avons un bien commun qui est la planète et que l'humanité semble... Là encore, je ne suis pas dans une discussion polémique, là, hein, je suis en train de dire quelque chose qui maintenant est relativement accepté entre nous, eh bien, semble menacé sur la planète. Dans des échéances de temps, et c'est là où c'est très anxiogène, dans des échéances de temps qui sont relativement courtes quand même, c'est-à-dire qu'on se pose la question à 50 ans, à 100 ans. Alors bon, un certain nombre de gens dans la salle, ou moi en premier, si vous voulez, dans 100 ans, je ne serai plus là, c'est sûr, mais un certain nombre de gens qui sont dans la salle qui ont 20 ans, dans 100 ans, ils sont peut-être encore là, hein. C'est-à-dire 120 ans, c'est une échéance qui n'est pas complètement ridicule de vie à l'horizon de 100 ans. Donc il y a un caractère un peu d'urgence. Eh bien le designer, évidemment, il est challengé par ça, parce qu'il va falloir aider les entreprises à concevoir, à produire et à vendre totalement différemment. Alors je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes assis
depuis quasiment 200 ans, depuis la révolution industrielle, sur un système qui est un système capitaliste, c'est-à-dire les entreprises génèrent de la valeur ajoutée et cette valeur ajoutée redistribuée génère de la richesse, basée sur une société de consommation. Alors je vous la fais très courte, c'est-à-dire une société de consommation, vous achetez une machine à laver, au bout de 3 ans, elle casse, vous rachetez une machine à laver. À chaque fois que vous achetez une machine à laver, ça génère de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle est transformée en richesse, c'est-à-dire elle est transformée en salaire, elle est transformée en impôts, en taxes, etc. C'est ce qui fait qu'il y a des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. etc., etc. Bon, voilà. C'est ça l'économie. On est assis là-dessus et on est assis sur une variable qui s'appelle le renouvellement des marchés. Voilà. Sauf que aujourd'hui, il faut économiser de la ressource. Et changer de lave-vaisselle ou changer de lave-linge tous les 3 ans, ben, c'est plus trop vertueux dorénavant. C'est ça, ça pose un vrai problème. Alors, ce système qui consistait à changer de lave-vaisselle tous les 3 ans était extrêmement vertueux, puisqu'à chaque fois, je générais de la richesse. Donc, tout était fait pour que vous puissiez pas démonter votre lave-vaisselle pour chercher ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le bon tournevis, ça ne vous a pas échappé. La petite pièce qui est cassée, qui vaut 10 centimes, en fait, vous allez chez le marchand, quand vous le trouvez, de pièces détachées, qui vous dit « Ah mais monsieur, c'est dans 6 mois parce que les modèles ont changé et elle coûte 243 €. » Donc autrement dit, il faut changer de lave-vaisselle. Tout vous enjoignez à ça, au point que les Américains avaient modélisé quelque chose qui s'appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de lavages, ça cassait. Voilà. C'est normal. C'était la génération de richesse. Le problème, c'est que ce n'est plus raisonnable parce qu'il faut économiser de la ressource. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre lave-vaisselle demain, votre lave-linge, il va falloir le garder 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce qu'il faut économiser de la ressource. Bah, si je suis marchand de lave-vaisselle, ça va quand même poser un problème, si vous voulez. Bon. D'autant que pire que ça, c'est que votre lave-vaisselle, vous allez devoir le partager. Parce qu'un lave-vaisselle qui marche 1 heure par jour, je ne voudrais pas vous culpabiliser, mais c'est une honte. C'est une honte. Il devrait marcher 24 heures par jour. Parce qu'il faut économiser de la ressource. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez partager potentiellement votre lave-vaisselle avec 23 autres familles. Voilà. Eh bien, si je suis fabricant de lave-vaisselle, j'ai du souci à me faire. Si mon métier, c'est de concevoir, de produire et de vendre, et donc beaucoup d'entreprises vont devoir, et c'est ce qu'elles viennent chercher auprès des designers, eh bien, elles vont devoir passer, comme ERAM, du produit au service. Évidemment. C'est-à-dire, quels sont les services que je vais pouvoir adjoindre au lave-vaisselle pour continuer à générer de la valeur ajoutée. Et on est assis en fait sur une modification de paradigme industriel qui est que pendant 150 ans, les entreprises ont travaillé sur un modèle qui était comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Et si elles faisaient de mieux en mieux ce qu'elles savaient faire, ce qui était vertueux, eh bien, effectivement, elles avaient des chances de faire mieux que la concurrence, et puis d'être plus rentables, et puis d'avoir plus de possibilités de se développer, et puis, etc., etc. Bon, ouais. Eh bien, beaucoup d'entreprises vont devoir passer à un autre paradigme, qui est le paradigme de l'innovation. Et là, le design est au cœur de cette problématique-là, c'est-à-dire comment je suis en capacité de faire autre chose avec ce que je sais faire. Donc un paradigme économique, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Il y a un certain nombre de gens dans la salle qui ont fait probablement des cercles de qualité. Eh bien, c'était le paradigme, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. C'est-à-dire, les salariés d'une entreprise se réunissent et puis mettent des post-it au mur en disant comment j'améliore les process de ce que je sais faire. Comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. À un autre paradigme, qui est comment je suis en capacité et en permanence de faire autre chose avec ce que je sais faire. Et là, c'est l'histoire des rames. C'est l'histoire des rames, c'est-à-dire comment je suis en capacité de faire autre chose. Donc ça, c'est le premier challenge. Et c'est
pour ça que le design est devenu stratégique et c'est pour ça que les entreprises viennent nous voir. Elles nous demandent de les nourrir en nouvelles idées pour faire évoluer leur modèle économique. Le troisième, donc, morale, modification des paradigmes industriels à la faveur de l'écologie et des contraintes écologiques. Et puis la troisième chose, évidemment, qui va absolument tout bouleverser, c'est l'intelligence artificielle, évidemment, dont on se pose légitimement, comme tout le monde, des questions. Voilà. Avec une question fondamentale qui est posée au designer, parce que le designer, il dessine, il représente. C'est-à-dire, en fait, son métier, c'est de bâtir demain. Eh bien, comment on va bâtir demain avec l'intelligence artificielle ? Alors, il y a les métiers du design qui vont être impactés, évidemment, mais il y a les métiers de l'éducation. C'est-à-dire que, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, quand un étudiant, coinçait un étudiant qui avait fait son mémoire avec ChatGPT, on le scotchait au mur en disant évidemment, t'as copié, t'es un affreux. Aujourd'hui, ils font tous avec ChatGPT. Donc, autrement dit, sauf à effectivement vouloir que l'école ne fonctionne plus, eh bien, on les encourage à utiliser ChatGPT parce qu'on n'a pas le choix, au fond. On n'a pas le choix. Et puis, en plus, on a la chance, quand ils utilisent ChatGPT, que le mémoire soit en français, ce qui n'est pas toujours le cas quand ils le font eux-mêmes. Et donc, voilà, donc on y trouve des avantages secondaires. Mais l'intelligence artificielle nous interroge, évidemment, parce que nous remet en cause notre statut d'humain. C'est-à-dire qu'on vit une période qui est assez intéressante, qui est tout à fait enthousiasmante pour les designers, c'est qu'en fait, tout ça nous réinterroge sur nos statuts d'humain. Alors, je vais vous donner des exemples très simples. De quoi je parle ? Vous prenez votre vélo, vous tombez, et malheureusement, vous allez à l'hôpital et on vous dit vous allez perdre votre jambe. Voilà, pas de bol. Donc, voilà. Et faites attention à vélo. Et voilà, vous allez perdre votre jambe. Eh bien, la technologie est là. Il n'y a pas de problème. Et la technologie est là. Voilà. On va vous mettre une jambe bionique. Voilà. Bon. OK, pas de problème. Est-ce que vous êtes encore humain ? Bah oui, vous êtes encore humain. Évidemment, vous êtes encore humain. Vous reprenez votre vélo. Là, vous n'avez vraiment pas de bol. Hop, la deuxième. Bon. Bionique. Pas de problème. OK. Est-ce que vous êtes encore humain ? Oui. Sauf que si ces 2 jambes vous permettent de courir plus vite qu'Usain Bolt, est-ce que vous êtes encore humain ? Voilà des questions qui nous sont posées. Voilà des questions qui nous sont posées aujourd'hui, qui nous challengent énormément. D'autant que ma femme, même âge que moi, eh bien, ces 2 jambes bioniques, elle peut aussi courir plus vite qu'Usain Bolt. Ça nous pose la question de la négation des genres. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est challengé par l'arrivée de la technologie qui, effectivement, va bouleverser totalement notre rapport à l'humanité. Et donc, il faut donner un sens à tout ça. Et le travail du designer, ça va être de donner un sens à tout ça. Alors, ce n'est pas nouveau, la question du sens et de la science. Vous savez, c'est Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire que la science, elle n'a pas d'état d'âme. C'est Jacques Testard, qui est le biologiste qui a fait Dolly, qui est à l'origine des premiers bébés éprouvettes. Eh bien, il disait tout ce qui peut être fait en matière de science, tout ce qui peut être fait sera fait toujours. Bon. Évidemment, la science, elle n'a pas d'état d'âme, si vous voulez. En revanche, il faut des gens qui vont représenter le monde dans lequel on veut vivre demain. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça nous réinterroge, et le métier de designer est passionnant pour ça, parce que ça nous interroge en permanence sur le monde dans lequel on veut vivre. Et on a des étudiants ici qui non seulement sont enthousiastes parce qu'ils spéculent sur la façon dont on va vivre demain, mais en plus, ils sont conscients qu'ils ont une responsabilité dans cette affaire. Ils ont une responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas d'imaginer le monde.
c'est de le bâtir. De plus en plus d'étudiants designers deviennent entrepreneurs parce qu'il s'agit de bâtir le monde de demain. Il s'agit d'être acteur. Et donc, on est assis aujourd'hui sur des modifications de contexte qui rendent la discipline et l'environnement des écoles de design en général extrêmement passionnant. Alors, on travaille sur le métaverse. Moi, je ne sais pas ce que sera le monde de demain. Je ne sais pas si on vivra plus heureux, mais enfin, essayons au moins de l'envisager. On travaille sur le métaverse. Alors, on a été récemment contacté par une boîte qui s'appelle Dentsu. Dentsu, c'est l'agence de communication de Kering. Kering, c'est Gucci, Balenciaga, etc. Enfin, c'est... bon, bref. Et en fait, ils nous demandent de travailler sur des sacs Gucci authentiques dans le métaverse, parce qu'il y a des femmes qui achètent des sacs authentiques virtuels dans le métaverse pour se balader dans Fortnite. Ça vaut cher, hein, je peux vous dire. Bon. Alors, je ne sais pas si on va vivre plus heureux avec ça, mais peut-être qu'on va vivre comme ça. On a travaillé avec une boîte qui s'appelle Silke. Silke est une boîte qui fait des avatars. Vous rentrez dans une cabine photomaton, à peu près, hein, vous êtes photographié 350 fois, et puis 5 minutes après, on vous donne votre avatar sur une clé USB, c'est-à-dire votre mini-moi virtuel, qui a toutes vos mensurations, évidemment, puisque c'est votre mini-moi virtuel. Eh bien, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça, hein, parce que jamais on a eu besoin véritablement de cet avatar. Donc la question, la spéculation du designer, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, demain, je vous l'annonce, nous allons aller faire nos courses avec cet avatar, c'est-à-dire cet avatar qui va aller faire les courses à notre place. C'est-à-dire, vous allez envoyer votre avatar dans un magasin virtuel. Ce magasin virtuel, effectivement, vend des chemises. Votre avatar va essayer les chemises pour vous, puisque c'est vous. Hein, il va essayer les chemises. Et puis, il va vous ramener les 3 chemises que vous aurez commandées. Voilà comment nous allons vivre demain, évidemment. Hein. Et la technologie est là. On a des projets de cette nature-là. En revanche, le danger en termes de sens, c'est le jour où votre avatar prend le pouvoir sur vous. Ça, c'est important, parce que votre avatar, il va être plus intelligent que vous, parce que vous allez le doter d'une mémoire que vous n'avez pas. C'est-à-dire que votre avatar, il aura en tête, en mémoire, je dis en tête, c'est marrant d'ailleurs, je prends une projection humaine, il aura en mémoire tout votre dressing. Il saura exactement combien vous avez de chemises. Moi, j'en sais rien, combien j'ai de chemises. Hein, bon, évidemment. Mon avatar, il le saura. Et donc, je vais l'envoyer acheter 3 chemises blanches et il va revenir avec une blanche, une noire et une verte parce qu'il jugera que j'en ai déjà trop de blanches. Il aura pris le pouvoir. Et donc, il va falloir se poser, nous, en tant que designers, effectivement, la réalité de cela. Mais ça va devenir très vite réel, très vite acceptable, évidemment, mais il va falloir se poser le contrôle de cela et donner du sens à cela. C'est Elon Musk, il y a quelques années, qui, évidemment, c'était la Tesla et puis la voiture autoguidée. Hein, c'était demain matin, nous n'aurons plus à conduire nos voitures. Ce qui nous pose, nous, designers, énormément de problèmes, enfin, ce qui nous permet de travailler autour d'énormément de pratiques. On travaille avec les grands constructeurs sur ces problématiques-là assez régulièrement, parce que dès lors qu'on ne conduit plus la voiture, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de la voiture? Avec des ruptures sociologiques, par exemple, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que si, effectivement, vous ne conduisez plus la voiture, vous pouvez déjà travailler dans votre voiture une fois que vous montez dedans, et auquel cas, le temps de travail, il n'est pas obéré de votre temps de trajet. Votre temps de trajet, c'est du temps de travail. Ça change un peu tout sur l'organisation des entreprises demain. Hein, donc, voilà. Mais bon, pour revenir à Elon Musk, il disait il y a un problème, il y a une problématique, c'est-à-dire que votre voiture, elle est autoguidée, il y a une vieille dame qui traverse. Est-ce que votre voiture, elle va choisir de renverser la vieille dame ou le platane? Ou elle va prendre le platane? Voilà une question qui nous est posée.
C'est-à-dire, est-ce qu'elle va mettre en danger la vieille dame ou est-ce qu'elle va mettre en danger les occupants de la voiture? Et puis derrière, évidemment, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes plus responsable puisque c'est plus vous qui guidez la voiture. Vous ne dominez plus la voiture, c'est la voiture qui vous domine et c'est la voiture qui vous fait le choix entre l'un ou l'autre. Après, le problème de la responsabilité, est-ce qu'on pourra rendre les algorithmes responsables? On verra. Ça, la question n'est pas encore, évidemment pas encore tranchée. Mais on voit bien que la problématique de la machine qui va prendre le pouvoir nous est évidemment posée. Donc toutes ces problématiques sont passionnantes et eh bien, ce sont des problématiques qu'on traite régulièrement dans les écoles de design. Donc au fond, trois grandes ruptures. Une rupture autour de la morale et l'éthique. Alors, je voudrais que vous compreniez bien quelle est la différence entre la morale et l'éthique. Il y a un philosophe franco-lituanien qui s'appelle Emmanuel Levinas qui a dit « La morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim. La morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim. » C'est-à-dire, on pourrait s'en désintéresser totalement, mais il se trouve qu'on a une culture, on a une éducation, il fait que bon, bah, les gens qui ont faim, on n'aime pas ça. On s'apitoie sur les gens qui ont faim. C'est quelque chose qui nous dépasse. Bon. L'éthique nous oblige à les nourrir. C'est-à-dire, l'éthique, on est dans la dimension humaniste qui consiste à bâtir le monde de demain, bâtir le monde dans lequel on veut vivre. Eh bien, le design, c'est cette discipline profondément éthique qui consiste à représenter le monde dans lequel on veut vivre demain. C'est ça, hein. Donc, les ruptures écologiques, formidable terrain de jeu pour les designers, avec une importance prééminente dorénavant, et puis cette relation à la machine, à l'intelligence artificielle, qui nous interroge tous les jours, et là encore, formidable terrain de jeu pour les designers. C'est la raison pour laquelle toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité, vous en aurez des démonstrations dans les portes ouvertes là, effectivement, viennent nous voir pour travailler avec elles sur toutes ces ruptures fondamentales qu'elles adaptent à leurs produits, leurs aménagements d'espace, leurs graphismes, leurs outils applicatifs, multi-internet, etc., 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 etc. C'est passionnant. Absolument passionnant, avec des étudiants, vous les verrez, qui sont extrêmement intéressés. Travail qu'on a fait avec EDF. EDF, vous connaissez EDF, livre de l'électricité. Sauf que EDF est challengé par le fait que demain matin, peut-être que les immeubles vont être totalement autonomes en énergie. Et donc, la question qui se pose EDF, c'est quel est mon métier demain? Alors EDF nous a je ne sais pas s'il y a des gens d'EDF autour de la table, mais je ne dis pas de mal. Hein. Donc, voilà. EDF nous a mis des compteurs Linky. C'est-à-dire qu'ils nous ont, en clair, ils nous ont pas vraiment demandé notre avis, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont venus un jour en disant on va vous mettre le Linky. Bon, alors, comme on ne savait pas trop ce que c'était, mettez-moi le Linky. Et bon, ça avait l'air plus neuf que le truc avant qui avait l'air un peu vieux, donc on était plutôt contents. Et voilà, bon, bref. Et la question qui est posée à EDF, c'est qu'est-ce que je fais des infos qui sont dans Linky? C'est ça, c'est-à-dire qu'EDF se rêve comme entreprise de communication. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec les infos dans Linky? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. C'est dans Linky, quand je me lève à 4 heures du matin pour aller aux toilettes, à l'âge que j'ai, si vous voulez, à 4 heures du matin, je me lève, Linky le sait, EDF le sait, et à 7 heures, j'ai une pub pour la prostate dans mon email. Voilà. C'est ça, le monde des data dans lequel on va vivre, évidemment, demain. Amazon, Facebook se tardent d'être en capacité de préfigurer, et vous recevez de la pub, évidemment, si vous allez sur les réseaux sociaux, de préfigurer vos besoins de demain et vos achats de demain. Ils les préfigurent parce qu'ils ont tellement de data sur vous qu'effectivement, ils sont quasiment
en capacité de prévoir ce que vous allez faire demain, compte tenu de vos styles de vie, compte tenu de ce que vous avez acheté déjà, etc., etc., etc. Donc un gros travail sur les data que l'on travaille en particulier dans un laboratoire ici qui s'appelle le laboratoire Média. Voilà. Donc beaucoup de projets. Alors cet établissement s'est développé à Nantes. C'est devenu un projet un peu politique à Nantes parce qu'on travaille beaucoup sur les problématiques d'innovation, on travaille beaucoup avec les collectivités publiques également et de plus en plus parce qu'elles ont elles aussi besoin de changer, de s'adapter aux environnements et aux nouveaux contextes. Ce bâtiment, on y est depuis maintenant 18 mois. Il a été financé par la métropole, la chambre de commerce et par la région. C'est en ce sens-là qu'on est devenu un projet politique. Puis on a été la première école, effectivement, dont les diplômes étaient reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque initialement les écoles de design étaient reconnues, pour celles qui sont reconnues, étaient reconnues par le ministère de la Culture, parce que notre origine liée aux arts appliqués fait que c'était valorisé par le ministère de la Culture. Donc on a été les premiers, effectivement, grâce à un partenariat avec l'université, beaucoup de partenariats avec l'université en particulier sur la recherche. On est ici, on est à Shanghai, on est en Inde, mais l'Inde est fermée pour le moment parce que post-Covid, on n'a pas encore réouvert, mais on rouvre la Chine, là, où on permet à nos étudiants d'aller faire un master en Chine, c'est-à-dire la 4e et la 5e année en Chine à Shanghai, donc 25 millions d'habitants, une ville absolument formidable, São Paulo et Montréal. Donc la possibilité pour les étudiants d'aller poursuivre leurs études dans l'une de ces antennes. Et puis on a ouvert l'an dernier un projet absolument formidable à Cotonou, au Bénin, et on a accueilli nos premiers, alors on a des étudiants, on a 250 étudiants à peu près, africains là-bas, et puis on a accueilli nos premiers étudiants français à Cotonou pour faire leur master. Voilà. Projet extraordinaire, parce que l'Afrique est en train de se développer, l'Afrique de l'Ouest en particulier, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, etc., est en train de se développer. Et je vais terminer là-dessus pour vous dire la puissance du design. En fait, qu'est-ce qui nous a convaincus d'aller là-bas ? L'Afrique vit une révolution parce que l'Afrique est couverte par la 4G. C'est-à-dire que le Bénin, 80% du territoire est couvert par la 4G. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe quel artisan du coin de la rue, potentiellement, grâce à Internet, il a une multinationale dans les mains. Quoi. Potentiellement. Il a une vitrine sur le monde. Le problème, c'est qu'il n'a pas les formations digitales et il n'a pas les formations graphiques. Et j'ai rencontré une jeune fille là-bas, à 4 ou 5 ans, qui faisait des shampoings, qui était docteur, une béninoise, docteur en biologie de l'université de Toulouse, et elle faisait des shampoings. Et donc, aucune raison de penser mal de ces shampoings, etc. Alors, c'était à la noix de coco, à la papaye, à la mangue, enfin, avec des produits locaux, etc. Tout ça, machin. Elle me dit, j'arrive pas à les vendre sur Internet, ça marche absolument pas, etc. Auparavant, elle en vendait sur les marchés, c'est-à-dire avec une zone de chalandise de peut-être 5 km autour du point où elle était installée, quoi. Bon. Et elle me montre les trucs, et je regarde, mais je lui dis, mais attends, c'est pas du shampoing que tu vends, c'est du produit vaisselle. En fait, les packaging, ça ressemblait à du produit vaisselle, et le graphisme, il était un peu daté, si vous voulez. Hein. C'était un peu Tintin au Congo, quoi. Voilà. Et je lui dis, écoute, il faut absolument que tu passes les codes graphiques, effectivement, des marchés internationaux, et il faut que tu passes les codes packaging des marchés internationaux. Si tu vends des shampoings, on est dans la beauté, et tu vends pas des shampoings. Vous savez, dans les produits de beauté, les gens qui marchent, c'est ceux qui ont compris qu'on ne vendait pas de produits de beauté, on vend de l'espoir. Hein, l'espoir de la jeunesse éternelle, hein, c'est ça. Hein, donc, voilà. Et donc, il faut que effectivement tu adaptes ça. Et on a travaillé avec elle, et aujourd'hui, elle vend ses produits de beauté, ses cosmétiques, effectivement, avec toute la diaspora des coiffeurs africains dans le monde entier. Et donc, elle est devenue une multinationale.
Et donc, voilà la puissance même du design donc, pour cette personne-là. C'est-à-dire qu'il a suffi de représenter des packaging, de revoir les graphismes pour rendre acceptables les produits et pour la faire totalement évoluer en termes de culture. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce matin. Encore une fois, je suis ravi de vous accueillir. Je suis d'autant plus ravi que je suis ravi surtout pour les étudiants qui ont beaucoup œuvré. Évidemment, l'équipe de communication qui est là, mais tous les étudiants qui ont beaucoup œuvré pour présenter ce qu'ils font. Vous verrez, ils sont très enthousiastes. Et puis, j'espère vous revoir à une échéance prochaine. Merci beaucoup.